Merci de nous suivre sur New Info au Nigeria. 18 figures de la société civile ont publié une lettre ouverte dans laquelle elles accusent le président Bola Tinubu de mener une politique visant à instaurer un parti unique dans le pays. Ces personnalités issues de divers horizons comme la politique, les universités ou ONG disent s'inquiéter de la vague de défection qui touche le Parti démocratique populaire, PDP, et l'opposition au profit de l'All Progressives Congress APC, le parti au pouvoir. Ces interrogations, donc de figures de la société civile qu'on va discuter avec vous. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Quelles sont les principales accusations portées par ces 18 figures de la société civile contre le président nigérian? Dans la déclaration que ces figures de la société civile ont signée, principalement, ils considèrent que présentement, le président de la République est dans une logique de se maintenir au pouvoir en utilisant une stratégie où il n'y a aucune éthique. Parce qu'en politique, pour se maintenir au pouvoir, il faut tout simplement convaincre les électeurs. C'est ça la politique. Mais ici, il est clair qu'aujourd'hui, le Nigeria est un État fédéral qu'on ne l'oublie pas. Les gouverneurs et autres ont des rôles au niveau local qui sont extrêmement importants. Et le président actuel est en train d'amener des gouverneurs qui appartenaient à d'autres partis politiques, surtout au parti qui peut le plus lui tenir tête actuellement, à quitter leur parti et à venir le rejoindre. Généralement, c'est ce qu'on appelle la transhumance. Alors qu'une transhumance pose toujours des problèmes. Quand on se déplace avec les animaux, ils vont manger dans le champ de quelqu'un et ça crée des histoires. C'est la même chose que ça crée sur le plan politique. Maintenant, là où ça gêne le plus, c'est qu'eux, ils disent qu'ils sont en train d'utiliser le pouvoir judiciaire. Parce que certains de ces gouverneurs et autres ont maille à partir avec la justice. On les convoque, on leur fait comprendre c'est quoi leur situation. De la même façon, de l'autre côté, on leur dit, mais bon, il y a les prairies qui sont là, elles sont encore très vertes. Et si vous venez, bon, on peut mettre le coude, comme disent certains, sur le dossier et puis on n'en parle plus. Mais on n'est plus dans de la politique, ça c'est du clientélisme politique, c'est de la corruption, ça ne peut pas s'appeler autrement. Maintenant, puisque ça se fait de plus en plus, c'est pourquoi ils parlent de parti unique. Bon, il ne faut pas entendre ici qu'on va supprimer tous les partis, il va rester un seul parti, mais vous allez avoir un parti qui va ressembler à un mastodonte énorme et tous les autres partis qui vont se retrouver affaiblis, de sorte que s'il veut un second mandat, aucun parmi les autres partis ne sera capable d'assurer l'alternance au niveau du Nigeria. Et comment le parti au pouvoir réagit-il à ces accusations? Bien entendu, ils ne tiennent pas le même discours. Eux, ils considèrent que c'est des gens qui ont regardé le travail du président de la République, qui sont convaincus de ce qu'il est en train de faire, qui sont venus le rejoindre. Mais quand vous regardez comment je vais appeler le dernier en date, le cas qui a créé beaucoup de bruit, c'est le cas du gouverneur du Delta. Puisque cette zone est connue comme étant véritablement à la limite une zone rebelle au niveau du Nigeria. Qu'on se rappelle qu'il y a le pétrole là-bas, qu'il y a eu des problèmes, qu'on se rappelle de Kensaro Wiwar, etc. Donc ça a été une sorte de bastion de l'opposition qui a toujours posé problème au pouvoir. Il a réussi à récupérer le gouverneur. Il est même allé plus loin puisque un des leaders du MEND, un mouvement armé, qui veut une certaine autonomie, voire même donner à cet espace une indépendance, toujours au niveau de ce delta, qu'on surnomme Tampolo. Lui également, il a été, j'allais dire, reconverti. Et il se retrouve du côté du parti au pouvoir. Mais ça fait que les gens se posent d'énormes questions. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'une zone connue pour sa rébellion par rapport au pouvoir se lève du jour au lendemain pour que les premiers responsables de ces zones-là veuillent rejoindre le pouvoir. Et les gens sont convaincus qu'il y a anguille sous roche. Et quels sont les enjeux potentiels pour la démocratie nigériane si ces accusations s'avèrent fondées? Mais les enjeux sont énormes. Dans la démocratie, le jeu est d'abord un jeu de proposition. Vous avez votre idée sur la façon dont vous pensez qu'on doit développer le Nigeria. J'ai mon idée sur la façon dont je pense qu'on doit développer le Nigeria. Mais si je suis convaincu, je ne te rejoins jamais comme ça.
au moins on va s'asseoir, voir comment mettre ensemble nos deux perceptions qui ne sont pas exactement les mêmes pour qu'on s'entende sur une perception qui va nous permettre de développer le Nigeria. On n'a vu nulle part où cela s'est passé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si les gens se mettent à rejoindre l'autre, l'argument qui est donné est trop facile. Toute la conviction que tu as développée, qu'on a connue, tout le discours que tu as tenu pendant des années, tu te réveilles un jour, ce discours change, ça devient quoi? Ça se voit régulièrement dans nos pays où parfois vous voyez un opposant farouche au pouvoir qui se lève du jour au lendemain, qui change de camp, les gens ne comprennent pas. Il allait jusqu'à la limite à insulter le président de la République et il se retransforme en quelqu'un qui est celui qui, à la limite, défend le mieux le président de la République alors qu'il est le dernier arrivé au niveau du camp du président de la République. On se pose toujours la question, est-ce que le monsieur a des casseroles? On lui a montré ses casseroles par vidéo. Il a compris qu'il n'a plus de chance, il a changé de bord, ou bien est-ce qu'effectivement, il est allé voir ce que le président est en train de faire, il a vu le programme du président, il a été convaincu que c'est ça qui est mieux pour le pays et il l'a rejoint, mais généralement, ils ont toujours du mal à convaincre les gens sur ce plan-là. Dans la lettre ouverte, il évoque des pressions et la peur exercée sur des élus de l'opposition, des accusations quand même à prendre au sérieux. Mais il faut les prendre au sérieux parce que c'est une façon de... À la limite, c'est la politique de la terre brûlée. C'est comme si il est déjà en train de penser à un second mandat. Et il sait comment il a été élu difficilement. Parce que n'oublions pas qu'il y a eu des problèmes même au niveau du parti, puisqu'il y a cette sorte d'entente qui n'est pas écrite. Un président du Nord, après un président du Sud, un musulman, un chrétien. Quand vous regardez, l'ancien président et l'actuel président, tous les deux sont des musulmans et tous les deux viennent du Nord. Ce qui a cassé une sorte d'accord tacite qui n'avait pas été écrite, mais qui tendait à participer à l'équilibre au niveau du pays. Et ça avait créé des difficultés. D'ailleurs, au niveau du Sud, beaucoup avaient contesté en disant non, c'était au tour du Sud de proposer celui qui va être le candidat et éventuellement le président de la République, ce qui n'avait pas été respecté à l'époque. Maintenant, vous avez des gens qui sont restés récalcitrants sur ce plan-là, qu'on est en train, effectivement, sur lesquels on est en train de mettre la pression pour les amener à changer d'avis. Et d'ailleurs, ce ne sont pas les élus seulement dans la déclaration, ils citent également des ONG qui se prononcent sur la situation nationale et qui dénoncent ces situations de fait. Ces ONG également sont en train de subir la pression. Ils parlaient également d'instrumentalisation de la justice. Ils sont dans leur rôle, les organisations qui dénoncent. Mais bien sûr, ils sont dans le rôle. Quand on veut gérer un pays comme il se doit, dans une démocratie, on doit favoriser l'opposition. C'est pourquoi on parle de financement des partis politiques. C'est pourquoi, après avoir organisé les élections, le parti politique qui vient en avance, on considère le responsable de ce parti comme étant le chef de file de l'opposition. Et c'est des centaines de millions qui sont mis normalement à sa disposition. C'est-à-dire pour qu'il puisse jouer correctement son rôle d'opposant, qu'il ait les moyens de créer les conditions d'une alternance. C'est ça la démocratie. Mais quand on ne donne pas à la personne les moyens d'être le chef de file de l'opposition, on lui met des bâtons dans les roues plutôt. On cherche de se démêler sur le plan juridique pour les utiliser comme moyen de chantage. Parce qu'il s'agit de chantage ici, pour lui dire, bon, soit tu restes tranquille, soit tu rejoins nos rangs, soit on dépose tes dossiers à la justice, mais on n'est plus dans de la démocratie. La préservation du pluralisme politique et face à des tentatives potentielles de concentration du pouvoir dans un pays, notamment en Afrique, c'est un réel défi? Mais c'est plus qu'un réel défi. En règle générale, on dit que l'État ne doit pas mal faire. Ce qu'il est en train de faire... Montrer plutôt le bon exemple. Bien sûr, il y a un État qui est en train de mal faire. On dit surtout, l'État ne doit pas faire du mal. Mais ce qu'il est en train de faire, qui ose appeler ça du bien? Et malheureusement, ce n'est pas un problème propre au Nigeria. On l'a vu dans beaucoup de pays africains où, quand un opposant tient tête, quand on reste dans les règles, j'allais dire, civilisées, où on ne le tue pas, on fait tout pour gâter ses affaires. S'il était un économiste ou bien un commerçant qui avait ses affaires qui marchaient sur le plan
financier, on fait tout pour lui créer des problèmes. Une façon de lui dire, attends, soit tu te gares, soit tu nous rejoins, soit tes affaires, ça ne marche plus. On te retire des marchés, on envoie les impôts chez toi pour vérifier est-ce que les comptes sont fidèles ou les comptes ne sont pas fidèles. Mais on n'est plus dans de l'action politique. Les gens doivent payer les impôts, il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais le paiement d'un impôt est un acte citoyen qui n'a absolument rien à voir avec l'appartenance de la personne à un parti politique ou pas. Parce que parfois, pendant qu'on poursuit celui-là, mais il y en a d'autres qui n'ont pas payé les impôts. Tout le monde sait qu'ils n'ont pas payé les impôts et personne ne les poursuit. Mais en ce moment, ça pose problème. Et malheureusement, c'est ce que l'on voit assez souvent dans certains pays africains. Et selon vous, quelles doivent être les retombées de cette lettre ouverte ou de cette initiative de la société civile? L'objectif, bien sûr, c'est d'attirer l'attention d'abord du pouvoir pour les amener à reculer. Mais quand on regarde bien, c'est d'amener également les Nigérians à prendre leurs responsabilités pour que le pays ne se retrouve pas de fait avec un parti qui a tout en main. Parce que c'est ça qu'ils appellent parti unique. Ce n'est pas qu'il y aura un seul parti, mais c'est un parti qui aura tout en main et qui va pouvoir décider de tout, sans pour autant avoir en face une véritable opposition capable de le contrecarrer lors des élections, ou bien de faire face même en termes de débat, puisqu'on aura tout fait pour coopter les personnes qui pouvaient poser problème de l'autre côté. Et ça, ils insistent là-dessus. Ils insistent même sur certaines organisations de la société civile qui sont déjà ciblées et sur qui on fait une pression énorme parce que ces gens-là tiennent ce discours de la démocratie. Il faut se poser la question, quelles peuvent être les conséquences de cette démarche sur le climat politique dans un pays comme le Nigeria? Mais rappelez-vous des manifestations violentes que le Nigeria a connues. C'est toujours parti d'une même situation. Un groupe de personnes qui pose un problème qui est réel, qui a été amplifié par les réseaux sociaux. Eux, c'est ce qu'ils ont fait et actuellement, effectivement, ça fait véritablement débat au niveau du Nigeria puisque l'État est en train de s'en prendre à des organisations économiques et à des organisations également de droits de l'homme qui dénoncent de façon très claire l'attitude du président en disant que ce n'est pas ce qu'on attend du président de la République du Nigeria, d'autant plus qu'il y a d'autres priorités qui sont là dont il doit s'occuper et sur le plan là, on ne voit pas de succès pour le moment. Et que doivent faire les acteurs politiques et aussi également la société civile pour garantir la transparence et la démocratie dans ce contexte actuel? Généralement, quand un parti veut se transformer en parti dictateur, en parti autoritaire, en parti unique, c'est lui qui crée les conditions de l'alliance entre la société civile et l'opposition. Et c'est ça qui risque de se passer au niveau du Nigeria. Ces gens vont avoir un terrain commun où ils peuvent se retrouver pour mener un combat commun pour que la démocratie au niveau du Nigeria, comme ils le disent, ne soit pas mise au frigo tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui veut rester au pouvoir tranquillement sans être gêné pendant sa gouvernance et vouloir avoir un deuxième mandat sans que ça ne soit fondé sur le fait que les populations soient satisfaites ou pas. Parce qu'avant de réclamer un mandat, il faut se présenter devant les populations pour savoir si les populations sont satisfaites du mandat passé avant de dire on va envisager de te confier un autre mandat. Mais avec cette façon de faire, on organise la victoire électorale en récupérant les personnes, en anéantissant l'opposition, alors qu'on est encore loin quand même des élections au Nigeria. Le Nigeria, une économie importante de la zone CEDEAO. Bien sûr, c'est l'économie la plus forte, pas seulement au niveau de la zone CEDEAO, mais c'est une économie forte même à l'échelle africaine. Mais raison pour laquelle il faudrait bien que le pouvoir nigérien soit véritablement un État. Déstabiliser le Nigeria, c'est créer des problèmes à d'autres pays dont l'économie est beaucoup liée à l'économie du Nigeria. Une situation, donc, vous pensez qui pourrait créer une résistance forte? S'ils parviennent à convaincre les citoyens nigériens, c'est clair qu'il y aura une résistance forte par rapport à ce qui est en train de se faire discrètement, mais efficacement. Parce qu'il est en train d'obtenir le résultat qu'il veut. Et ces gens-là ont fait une bonne lecture de ce qui est en train de se passer pour pouvoir arrêter l'hémorragie au lieu d'attendre qu'il soit déjà trop tard. Maintenant, est-ce qu'au niveau des partis d'où partent ces gens, ça va amener ces gens à dire il n'a qu'à partir en tant qu'individu, mais nous, en tant que parti, nous restons dans le camp de l'opposition, que ces partis se réorganisent et voire même s'associent à la société civile pour faire face à ce que le président actuel
veut faire. Et comment réagissent les partis d'opposition eux-mêmes face à ces accusations de tentative de manipulation, de contrôle du système politique? Mais il y a une dénonciation de façon générale. Si on en parle actuellement, c'est parce que le dernier cas dont j'ai parlé, le gouverneur de l'État du Delta, il y avait déjà de la contestation. Mais ce dernier cas a entraîné une sorte de tollé au niveau du Nigeria, puisque les gens se disent, mais attendez, je parlais tout à l'heure d'État fédéral. Les gouverneurs ont un rôle parce qu'ils sont au niveau des États. Et ce sont ces États qu'on a mis ensemble. Mais s'il se met à rafler tous ces gouverneurs, finalement, même l'aspect fédéral dont on parle, vous avez l'impression qu'il y a un président de la République qui a nommé un gouverneur, alors que les gouverneurs ne sont pas nommés, ils sont élus. C'est ça qui fait l'aspect fédéral. Si tous se mettent au niveau avec le président de la République, finalement, on ne sent plus cet aspect fédéral. Il n'est même pas sûr qu'il va faire ce que les citoyens de son État attendaient de lui, mais il risque plutôt d'être à la merci du président de la République pour faire ce que le président de la République attend. Mais s'il parvient à expliquer tout ça aux populations, peut-être les populations vont dire à ces gouverneurs qui veulent rejoindre le pouvoir, mais attendez, c'est nous, on vous a élus. Et quand on vous élisait, on avait bien vu les candidats de l'autre camp et nous ne les avons pas élus. Ne trahissez pas notre vote, comme on le dit souvent aux politiques, mais malheureusement, cela ne dit rien à une bonne partie des politiques en Afrique. Merci, Mamadi Diouf, d'avoir accepté répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans le décryptage du jour.